le néolibéralisme. Ce constat se montre comme tellement évident, qu'il est également effectué par certaines franges de la bourgeoisie, y compris de la haute bourgeoisie elle-même. Il s'agit d'une des sources du trumpisme et de la montée en puissance du libertarisme. Ceux-ci, intégrés au système capitaliste, en contestent les conséquences du stade auquel il est parvenu. C'est ce qui explique leur opposition résolue et radicale à un Biden, par exemple. Bien entendu, les deux demeurent en faveur du capitalisme, du libéralisme, mais il ne faudrait pas imaginer qu'il s'agit d'une opposition factice et sans signification. À mes yeux, l'opposition entre Trump et Biden aux USA s'avère beaucoup moins factice que celle entre Macron et LFI ou le NPA en France. Exerçant des pouvoirs, ceux que l'on regroupera sous le terme des trumpistes pour simplifier, sont ainsi porteurs d'actions positives. L'élargissement des libertés des réseaux sociaux Twitter, X ou Facebook en est une illustration. L'affirmation de la souveraineté des nations, à la manière de Viktor Orban ou Robert Fico, en est une autre, puisqu'elle est mécaniquement plus proche des peuples que des structures supranationales. Dans un autre registre, la désescalade militaire entreprise par Trump au début de son second mandat en montre encore un exemple. Il s'agit là de changements stratégiques et non tactiques. Pour autant, ces actions, pour positives qu'elles soient, vont rapidement se heurter au mur constitué par l'ensemble des contradictions du capitalisme énumérées ici. Elles ne pourront sans doute que compenser partiellement et temporairement les effets délétères additionnels induits par les contournements mis en place. Au-delà de ces constats et de ce pronostic, le contournement libertarisme est en lui-même porteur d'effets directement néfastes. À terme, tout d'abord, car la contradiction et le contournement ne peuvent être résolus, annihilés. C'est donc une limite du libertarisme que l'on pourrait presque qualifier d'absolue, rendant par essence illusoire leur approche, confère exemple de SpaceX ci-après. Le libertarisme se caractérise par son idéologie particulièrement simple et irréaliste, le libéralisme, la loi du marché, ne doit jamais être entravée et cela permettra d'atteindre un optimum. Ce précepte est historiquement faux, factuellement faux, ce que l'on aurait pu intuiter de son simplisme. Il provoque, et s'il est appliqué, il provoquera encore des catastrophes et des régressions majeures, notamment sociales. C'est son mécanisme même qui veut cela, puisqu'il faut laisser le marché jouer toujours, jusqu'à la faillite, jusqu'aux faillites en chaîne. Puisqu'il ne faut plus de règles, alors faisons le plus quick and dirty possible, cela sera toujours le plus avantageux sur un marché donné, et tant pis pour les conséquences. Même quand des réglementations sont en place, surviennent des accidents, des pollutions, des maladies induites par la soif du profit, alors imaginez si on les supprime. Nous sommes en présence d'une approche tout dans le marché, rien dans la tête, une vision du monde rejetant les modèles, les idéologies, sans s'apercevoir qu'il s'agit également d'une idéologie. Un vide conceptuel qui entre d'ailleurs en résonance avec le contournement. Il s'agit de ce qui effraie sans doute le plus les néolibéraux variantes, car ils sont conscients de la nécessité de sans cesse être la main sur toutes les manettes pour réagir au plus vite tant le système capitaliste est devenu fragile. Les capitalistes, notamment européens, savent bien au fond que leur système est au bord de la défaillance, ceci explique qu'ils sont prêts à tous s'aligner derrière les USA, fût-ce à leur détriment, car les USA sont leur seule planche de salut, parce qu'ils sont les plus riches, et que la richesse les fascine. La guerre en Ukraine et l'attentat contre le gazoduc Nord Stream 2 sont édifiants à ce propos, tout comme leur aveuglement en faisant de la Russie leur bouc émissaire. Une fragilité s'exprimant typiquement dans le domaine financier, où le temps de réaction doit être très court pour éviter l'effondrement du système bancaire. Mais aussi dans le domaine de la communication, où tout est calculé, contrôlé, jusqu'aux oppositions, afin que l'endoctrinement de masse ne présente aucune lézarde dont l'élargissement serait dangereux. Il ne faudrait pas que le grand public s'aperçoive que les crimes des fascistes ou commis à l'occasion de la colonisation, et qui sont abondamment critiqués jusqu'à la nausée mémorielle par les tenants du contournement, sont en réalité intrinsèques à l'évolution du capitalisme en lui-même, comme le démontre le présent texte. Les néolibéraux variantes ont tout optimisé dans leur magasin de porcelaine, et voilà qu'un éléphant débarque. Vous imaginez leur état d'esprit. Ne soyons pas toutefois trop simplistes nous aussi. Je l'ai déjà indiqué, le courant se caractérise certes par son libertarisme, mais également par son pragmatisme. Aussi, Trump met en place une politique protectionniste, autrement dit à l'exact opposé du libéralisme intégral. Si ce n'est pas une contradiction, j'ignore ce que c'est.
Le même Trump, lorsque la société chinoise DeepSeek a annoncé une offre d'intelligence artificielle moins chère de plusieurs ordres de grandeur que celle des USA, déclenchant un effondrement des marchés perdant 1 000 millions de dollars en une seule journée, le même Trump à peine intronisé pour son second mandat donc, a eu le tact d'intervenir en urgence pour éviter à la bulle d'exploser littéralement. En voyant comme une chance cette concurrence menaçante pour les entreprises technologiques des USA, on ne peut pas dire que l'État se tient à l'écart des marchés financiers. Comment aurait réagi un Javier Milei, élu président de l'Argentine fin 2023 et libertarien pur jus, dans les mêmes circonstances? Ces contradictions sont d'autant plus explosives que bien des capitalistes dépendent des commandes des États pour vivre. Quel que soit leur domaine d'activité. L'archétype de cette situation est sans doute SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, dont le chiffre d'affaires, mais également certaines installations, dépendent de la NASA et des armées, donc de l'État. Aussi, avoir obtenu le poste ministre de l'efficacité gouvernementale lui permettra de se ménager lui-même. Mais, bien évidemment, un tel modèle n'est pas reproductible. En somme, les catastrophes et les régressions majeures, sociales et économiques, que ne manqueront pas de provoquer l'orientation ne feront qu'exacerber l'antagonisme avec et de conforter le bellicisme des partisans de ce dernier, tout en réactivant les contradictions. Et ce qui signifie une division profonde et durable à la tête du système capitaliste, et cela, sans évoquer même l'impact de l'installation d'un monde multipolaire. L'antagonisme idéologique de ces dirigeants est un signe de crise finale de tout système, se traduisant tant par l'ingouvernabilité que par l'alternance d'orientations opposées. Une telle trajectoire hiératique ne saurait être durable. Le technicisme. Conjugué au et eux-mêmes issus du remettent en cause les principes démocratiques sur lesquels le capitalisme prétend s'adosser, outre ce que nous avons vu à propos du. Le professeur Achille Mbembe énonce cette question en ces termes, la question de savoir si la civilisation peut donner naissance à une forme quelconque de vie politique est le problème du XXIe siècle. Il poursuit ainsi, il y a une opposition anti-humaniste croissante qui va maintenant de pair avec un mépris pour la démocratie. Or, le courant de pensée humaniste forme la matrice idéologique du capitalisme, en substituant le bien et l'amour de l'homme à celui du divin. Sur la technicisation notamment, Achille Mbembe pointe que dans un monde construit sur l'objectification de tout le monde et de chaque chose vivante au nom du profit, l'effacement de la politique par le capital est la menace réelle. Nous y reviendrons ci-après en examinant la notion de transhumanisme, mais voyons d'abord sa conclusion immédiate découlant de ce constat, au fond, la démocratie libérale n'est pas compatible avec la logique intérieure du capitalisme financier. Ici, c'est donc la démocratie libérale, tant revendiquée par les agents du système capitaliste, qui s'avère remise en cause. Comme déjà exposé précédemment, la technique en vient à se substituer aussi à un autre pilier des Lumières, à savoir la science. Une tendance mise en abîme lorsque l'objet considéré est le marché lui-même, au travers de ce que l'on nomme l'ingénierie financière ou le marketing. Une tendance en arrivant à percuter la notion de vérité, comme le souligne Achille Mbembe, dans ce nouveau paysage, la connaissance sera définie comme une connaissance du marché. Le marché lui-même sera réinventé comme le principal mécanisme de validation de la vérité. Quid de la connaissance, de la science dans un tel contexte? Une autre dimension de l'atteinte à la démocratie et à la politique par le technicisme, au moins à sa source, est formée par les choix opérés au sein des multinationales des choix qui, à la fois, ne sont jamais présentés comme tels aux citoyens, mais de plus qui s'imposent au-delà du cadre démocratique national. Il en résulte d'une part, une réduction du citoyen à sa dimension consommatrice, surtout si le produit apparaît comme gratuit conformément auquel cas il n'a plus qu'à accepter que ce soit lui le produit. Et d'autre part, une course des législateurs après la situation de fait accompli provoquée par la submersion de la technologie considérée. Une habitude s'installe alors voulant que comme c'est technique, il est normal que ce soit en dehors du champ du débat politique. Une optique concevable pour la science, qui cherche seulement à mieux connaître la réalité du monde, mais totalement inadmissible pour des solutions techniques déployées dans la population générale. Ceci est particulièrement visible dans le domaine de la santé, et tout particulièrement des vaccins. Bien entendu, l'expérimentation en population générale de vaccins à ARN messager lors de la crise du Covid-19 relève de ce phénomène. Là où l'on invoque la caution de la science,
il ne s'agit bien souvent que de technologie ou de pratique. Jacques Ellul allait plus loin lorsqu'il affirmait « La technique ne supporte pas qu'on la juge ». C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas que l'on porte un jugement éthique et moral sur ce qu'ils font. Et, pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était cela la plus haute liberté de l'homme, or je suis privé de la plus haute liberté. Les effets conjugués impliquant le contournement sont nombreux et divers, et je ne prétends pas épuiser le sujet ici. Ainsi, j'invite le lecteur à considérer les ouvrages de Günther Anders ou de Jacques Ellul. Toutefois, je ne voudrais pas achever cette partie sans évoquer un aspect m'apparaissant crucial, le transhumanisme. Une tendance visant rien de moins que transformer l'espèce humaine elle-même. Un peu à la manière dont certaines espèces sauvages robustes ont été métamorphosées en races domestiques fragiles. Des transformations qui ne sont pourtant pas nouvelles, puisque bien des tribus primitives les pratiquent. Ce qui change désormais, c'est la conjonction des réponses à la crise, et avec la contradiction. Ceci démultiplie et accélère les altérations de notre condition humaine. Cela commence par la chirurgie dite esthétique, où il n'est déjà plus question de soigner, puis vise à terme la fusion de l'homme avec la machine pour élaborer un cyborg. Ce chemin passant par la banalisation des piercings et autres tatouages, mais également par la promotion du handicap. Science-fiction ? Pas du tout. Il suffit d'observer la fascination des populations pour leurs téléphones portables ou les mondes virtuels pour concevoir aisément que, dès qu'une interface cerveau-machine aura été mise au point, l'implantation de machines dans nos corps sera promue et rapidement voulue largement. Une déshumanisation s'il en est, une autre facette sinistre de la barbarie. Une véritable avalanche en fait, l'artificialisation volontaire de soi-même et celle des autres êtres humains, poussant les autres personnes dans cette même direction, de bon gré ou par la force des choses. La promesse même est de mettre fin à la mort, de s'auto-transcender en quelque sorte. Une destinée bien présente et revendiquée par Julian Huxley, l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même. Nous avons besoin d'un nom pour cette croyance. Peut-être transhumanisme conviendra-t-il, l'homme restant l'homme, mais s'auto-transcendant, en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine. Un courant de pensée, une spiritualité même, très active notamment parmi les milliardaires de la Silicon Valley. De telles perspectives, la fin de l'humanisme, de la politique, de l'éthique conjuguée à l'installation du transhumanisme, ne peuvent signifier que l'annihilation de l'humanité elle-même, confortée en cela par des générations de bourgeois nihilistes. Une telle trajectoire n'est évidemment pas durable pour les sociétés humaines.